Bienvenue tous et à toutes. Tout d'abord, je vais peut-être parler un peu des turquoises et je vous remercie en fait d'être là pour la dernière séance de Jutta Moi non plus, qui a été, c'était l'idée originale de Gaia Petek qui est avec nous de début. Et on a invité pas mal d'intervenants depuis le début. Et aujourd'hui, en fait, on va clôturer en fait, ce cycle de débat interactif. Je parle des turquoises un petit peu. Cette année, en fait, c'est notre 3e année. Et du coup, on l'a créé en 2019 pour le but de présenter un petit peu la richesse de la Turquie. Et puis, ça a évolué, on a invité aussi des musiciens, en fait, on fait des événements festifs, à la fois culturels. On a invité des musiciens, des poètes, des écrivains, des sociologues et des spécialistes du sujet pour le Jutta Moi non plus. Et voilà, aujourd'hui, on fête en fait notre 3e année. Et c'est la fin de Jutta Moi non plus. Je vais laisser la parole à Ali pour qu'il parle de un peu Jutta Moi non plus. Merci Emile pour la présentation de Turquoise. Oui, nous avons quasiment jour pour jour, nous avons notre 3e année d'existence. Et au début, quand on avait commencé à ce chemin-là, on avait vraiment voulu cette envie de montrer la Turquie un peu dans sa diversité, dans sa pluralité. Et au fur et à mesure, on était confrontés à qu'est-ce qu'on fait, comment on peut monter en scène cette richesse. Et c'est là où nos chemins se sont croisés avec celui de Gaia Petek. Vraiment, sa présence et un peu son côté guide qui nous a vraiment guidés dans notre chemin. Et fin 2019, on a eu ce projet sur son idée originale, une réflexion sur le moyen terme, sur les relations entre la France et la Turquie, sur plusieurs domaines. Pour ne pas rester dans la chaleur politique, l'actualité politique d'aujourd'hui, pour avoir un peu de recul, pour voir ces relations plus bicentenaires, pour voir sur plusieurs domaines, sur l'art, la culture, la littérature, les artistes peintres, les écoles, toute une question de domaine. On voulait un peu savoir et approfondir notre regard sur les relations entre les deux pays. Et le titre de ce voyage, ça reflétait vraiment le cœur du caractère des relations entre les deux pays. Je t'aime, moi non plus. Parce que c'était vraiment 2 siècles, plus de relations d'amour, d'appréciation, de haine, de crainte, de rapprochement et puis en plus d'éloignement. Et aujourd'hui, on arrive avec vos visages assidus, que vous êtes, pour la plupart, vous êtes venus à écouter. On a pu découvrir 1000 facettes de ce voyage-là. On est en train de le conclure, ce qui est aussi un bonheur pour nous parce qu'au début, c'était fin 2019 le projet. On a beaucoup travaillé, on a eu les grèves, on a eu le Covid, on a eu beaucoup de choses. Et du coup, le projet de fin 2019, on est, en mi-2022 et on est en train de le conclure. Sans trop tarder, peut-être que pour faire le grand blanc de ces plus de 2 siècles d'histoire d'amour et de haine entre les deux pays sur plusieurs domaines, peut-être qu'on pourrait... on va aujourd'hui discuter de vive voix avec vous sur plusieurs aspects de ces relations, parce qu'on a pu suivre sur plusieurs domaines. Et puis après, on va un peu nous interroger sur l'avenir. Mais avant, dans un premier temps, on voudrait donner la parole à Gaia Petek pour avoir vraiment le bilan et un peu d'analyse de ce que nous avons écouté ensemble tout au long de ces quasiment 3 ans de l'existence de Jutta Moi non plus. Voilà. Merci Ali et Emile. Alors oui, moi je me proposais puisque tout le monde n'a pas été là à toutes les séances, donc on y avait réfléchi et je me proposais de vous faire un très rapide parcours de ce qui s'est passé, de quoi avons-nous traité, qui avons-nous écouté. Et puis après, l'essentiel de notre idée dans cette finale, c'était vraiment de vous donner la parole, de profiter d'enseignements que vous apporterez, de suggestions, de critiques, de qu'est-ce que vous verriez
manquant dans notre démarche, qui n'est évidemment pas de toute façon une démarche exhaustive. Et puis comment vous verriez des actions futures, quelles qu'elles soient, de quelque démarche qu'on parle, qui puissent contribuer à l'amélioration du regard français sur les Turcs et vice-versa, mais puisqu'on est en France, c'est plutôt le regard français sur la Turquie qui nous intéresse, en termes de meilleure connaissance, d'amélioration des blocages, etc., etc. On y reviendra donc tout à l'heure, et surtout c'est votre apport qui est important. Alors avant de vous soumettre ce petit parcours, néanmoins, comme ils sont tous, les Turquoises, et j'en vois même qui sont planqués là, très timides pour parler d'eux-mêmes, je vais un tout petit peu prendre 3 minutes pour dire, moi qui ai une très grande et longue vie associative, je voulais juste pouvoir vous faire réfléchir sur, quand on parle d'un sujet comme celui-ci, comme les rapports entre un pays et un autre, la culture, l'art, etc., les associations ont une part très importante dans tous ces champs-là, parce qu'ils sont porteurs d'abord d'activités, ce que les associations publiques ou autres n'ont pas forcément, de dynamisme, de jeunesse et également de mobilisation. Mais alors, quand on parle mobilisation, ça veut dire des gens qui prêtent la main à ce type d'activité et d'action. Alors, ils sont quelques-uns à se décarcasser depuis 3 ans. Ils ont fait des choses festives et puis on a un petit peu réfléchi à ce programme ensemble. Mais n'empêche que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, sans énergie, sans argent, sans abnégation aussi parfois, parce que c'est beaucoup de temps pris sur le temps personnel de chacun. Et donc ils ont besoin ils ne le disent pas, mais ils ont besoin d'être épaulés, d'être accompagnés, d'être aidés par des bonnes volontés. Alors ça peut être du bénévolat, ça peut être prêter la main pour écrire, ça peut être le soutien moral aussi, parce que c'est important, et puis le soutien financier. Sachant que, et ça je connais bien le sujet pour avoir animé une association subventionnée pendant 25 ans, le domaine dans lequel ils sont, c'est-à-dire la culture et autres, c'est un domaine sur lequel il n'y a pas de subvention, ou très peu. Et donc, ça veut dire qu'il faut des cotisations, ça veut dire qu'il faut donc augmenter le nombre de membres, et puis quand on leur prête la main, peut-être qu'un jour, sur telle ou telle action, ils peuvent prétendre à demander un peu d'argent à des institutions publiques, notamment locales. Mais tout ça n'est pas facile. Trouver des locaux, et je pense vraiment que le Café Dorothy doit être remercié pour ça, parce que c'est pas facile de trouver un lieu dans Paris où les choses peuvent se passer avec l'obligeance de l'équipe de Dorothy, qui ne leur demande pas de loyer et qui participe donc de manière très, très directe à cette organisation. Et donc, s'il n'y avait pas Dorothy, je ne sais pas comment ils auraient fait, il aurait fallu chercher à chaque fois peut-être un lieu, ou du moins payer, ce qu'ils n'auraient pas pu faire. Donc tout ça pour vous dire que peut-être que vous réfléchissiez les uns et les autres, si vous trouvez cette équipe sympathique, comme moi je le trouve, si vous avez un peu de temps, si vous avez envie de participer à cette réflexion autour de la Turquie et à favoriser les échanges, peut-être que vous pouvez prendre contact avec eux et les épauler pour le futur. Voilà, donc je fais de la réclame, mais c'est facile quand on fait de la réclame, non pas pour soi-même, mais pour les autres. Voilà, donc maintenant donc je vais essayer très rapidement de vous rappeler, de faire un petit rappel de ce qui s'est passé pendant ces 2 années, et nous sommes à la 7e soirée, soirée-journée, puisque c'est les élections et qu'on n'a pas voulu faire ça en soirée. Alors, on avait commencé ce périple par... alors, après, il y a eu une interruption d'ailleurs à cause de la pandémie, et c'était bien dommage, mais on avait commencé avec le commencement avec l'Empire ottoman. Et on avait intitulé cette soirée « 1001 couleurs de l'époque impériale ».
à chaque fois, comme vous le savez, on avait un témoin, un spécialiste, une personne qui pouvait nous apporter un éclairage et puis favoriser la réflexion. Alors donc cette première soirée avait été animée par Frédéric Hitzel, historien, qui est auteur de nombreux livres et d'histoire ottomane et également sur l'art ottoman. Donc il nous avait fait d'ailleurs une soirée avec des projections de slides sur notamment les domaines artistiques. Il nous a parlé des relations effectivement à la fois parfois de grand amour, à la fois de haine, à la fois d'admiration et de détestation tout le long de l'Empire ottoman entre l'Empire ottoman et la cour de France, mais également de moments où on voit l'importance de l'Empire ottoman aux yeux de l'Europe et notamment de la France à travers, il nous avait parlé de la constitution de l'école des jeunes de langue qui était l'ancêtre de l'INALCO, parce que Louis XIV avait besoin d'une école qui forme des interprètes qui puissent permettre au roi de France de communiquer avec l'Empire ottoman. Donc c'est dire combien il y avait quand même une importance de cet empire, bien sûr, au niveau de l'Europe. Donc il nous a raconté tout ça, il nous a parlé de la peinture, puisque c'est aussi un de ses domaines de spécialité. Et Frédéric a fait un très très beau livre sur les peintres, la peinture orientaliste. Et il nous a notamment parlé de la première école de Paris, celle de ces peintres ottomans qui arrivent à la fin du 19e siècle à Paris, qui viennent surtout rejoindre les ateliers de Jérôme et de Boulanger, qui sont des peintres orientalistes français, qui travaillent avec ces grands peintres et qui vont constituer véritablement une école. Donc ça part dans la peinture turque, il y a la première école de Paris qui est celle-là et qui se situe sous l'Empire ottoman, la deuxième intervenant à partir des années 40, et on y reviendra peut-être. Il nous avait également parlé de toutes ces figures, architectes, artistes, diplomates, etc., qui ont œuvré des deux côtés et qui ont donné un regard sur ces échanges. Et donc ce fut une soirée très très riche qui malheureusement a été interrompue par la pandémie pendant un certain temps et le cycle a repris, cette fois-ci sans interruption, avec un sujet autour de la République, puisque bien sûr, il fallait traiter aussi cette partie de l'histoire. Ça s'appelait « De l'effondrement d'un empire à la naissance d'une nation ». Et notre grand témoin de la soirée était Alexandre Jevakov, qui est à la fois historien et qui a tenu des hautes fonctions dans l'État, et qui a écrit un livre notamment sur Mustafa Kemal Atatürk, qui en est à sa deuxième édition, qu'il a amélioré par la suite. Donc, lui nous a rappelé, bien entendu, les grands thèmes de la Constitution républicaine, de l'admiration d'Atatürk pour la France et surtout pour l'époque des Lumières et également tous les fondateurs de la République. Il nous a rappelé combien Atatürk avait été influencé aussi par l'aspect, le modèle jacobin français de la nation une et indivisible qu'il a appliqué dans la constitution de la République, de la jeune République turque. Son intérêt également pour la question de la laïcité et la loi de 1905 en France, qui l'a inspiré. Alors il nous a parlé de l'inspiration particulière d'Atatürk pour Émile Combes, qui était un des grands discuteurs de la loi de 1905, comme vous le savez, mais qui a perdu face à Aristide Briand. Mais Atatürk a plutôt été sur le modèle d'Émile Combes, donc il nous a expliqué les raisons. Il a rappelé que Mustafa Kemal était francophile et francophone, et d'ailleurs, si vous allez dans son mausolée à Ankara, c'est assez impressionnant de voir le nombre de bouquins dans la bibliothèque qui sont en français, donc il le maîtrisait très bien. Par contre, Atatürk n'est pas venu en France, resté en France comme d'autres personnes. D'ailleurs, c'est un débat qu'on avait eu avec des amis d'une autre association qui voulaient faire une statue d'Atatürk à Paris, et je leur avais dit, je ne vois pas pourquoi il y aurait une statue d'Atatürk à Paris, vu qu'il n'a jamais séjourné, il n'a pas été en exil, ni rien, comme Lénine et les autres. Voilà, donc il nous a parlé de cette inspiration de la Révolution française qui a fortement marqué la constitution turque.
Et ça a été un débat très intéressant, très riche, parce que Jevakov nous a vraiment éclairé sur le personnage d'Atatürk. La troisième soirée était consacrée à la Turquie en construction, d'un empire multiculturel à une nation une et indivisible. Là, nous avions deux témoins avec nous, Didier Billion, géopolitologue, auteur de nombreux ouvrages sur la Turquie et récemment encore d'ailleurs d'ouvrages sur la Turquie d'Erdogan, et Ahmet İnsel, politologue et journaliste turc, auteur d'ouvrages également politiques, dont des ouvrages également récents sur Erdogan. Et l'objet était que ces deux politologues nous parlent de tous les sujets également très importants, très épineux et qui sont encore aujourd'hui de grande actualité, qui sont les questions des minorités, qui sont la question kurde, bien entendu, mais aussi le débat autour du génocide arménien, et puis toutes ces questions qui remuent la Turquie de temps en temps de manière forte, qui rejaillissent en France et dans d'autres pays européens à travers les communautés turques qui vivent dans ces pays et qui ont des soubresauts, je dirais, nationalistes parfois exacerbés sur ces sujets-là, ce qui, bien sûr, au niveau du regard que des Français ou d'autres Européens ont par rapport aux Turcs, ne sont pas sans compter. Et on a vu cela récemment, il y a 2 ans, avec toutes ces manifestations dans la région lyonnaise, avec des slogans très nationalistes, et puis les mesures qui ensuite ont été prises par Macron par rapport aux organisations politiques et religieuses qui étaient extrêmement radicales. Donc cette soirée, il y avait beaucoup de monde. Je pense que le sujet était justement un sujet qui attirait. Ces deux témoins, Didier Billion et Ahmet İnsel, nous ont apporté vraiment des éléments très riches. Ils n'étaient pas forcément d'accord l'un avec l'autre en traitant de ces sujets. Et ils ont réservé aussi la deuxième partie de leur intervention sur le règne Erdogan, dont ils sont les témoins et les regards critiques, même s'ils ne sont pas sur la même posture l'un et l'autre. Ils nous ont parlé de cette politique du slalom que l'Europe fait avec la Turquie, parce que, comme vous le savez bien entendu, Erdogan les tient, si j'ose dire, par la barbichette avec la question des réfugiés. Et on a parcouru des décennies de rapports diplomatiques aussi, en dents de scie, parce que là aussi, on est passé par des périodes plus ou moins de bonnes relations, mais aussi des périodes où les relations diplomatiques étaient plutôt fâchées. La 4e soirée était consacrée aux Turcs de France, donc ça s'appelait Turcs de France, de l'invisibilité des pionniers à l'affirmation des héritiers. Là, nous étions nombreux. Bon, il y avait moi qui introduisais cette soirée, mais il y avait aussi une représentation de plusieurs associations, en l'occurrence le Dr Unger, président du Centre culturel Anatolie, Murat Alpuyan, président de l'association Atatürki qui se trouve à Nancy, Zeynep Saygı, animatrice de l'activité femmes de la Corte. On avait aussi convié un élu d'origine turque, Cumhur Güneşlik, adjoint au maire de Clichy-sous-Bois. Ça nous a permis à la fois de faire un bilan de cette immigration en France depuis l'arrivée de la première génération il y a plus de 50 ans, et surtout de nous interroger sur que penser de la... Parce que du coup ils ont un rôle très important à jouer, que penser de tous les franco-turcs qui sont nés ici, qui sont de double nationalité, et qui s'impliquent ou pas, et qui rejaillissent ou pas, qui se sentent français jusqu'à où, se sentent turcs comment. Donc on s'est interrogé sur tous ces sujets. On n'était pas tous d'accord les uns avec les autres, donc le débat a été parfois assez vif, et ça nous a permis à la fois de faire un petit voyage sur ce paysage migratoire, mais aussi de poser les questions d'identité, les questions d'intégration, les questions de francité, de culture, de double culture, etc.
Ceci a été suivi par la 5e soirée qui s'appelait La France en Turquie, la présence éducative, académique et économique, où il a été question avec Marc Bucer, président de l'Association des anciens élèves des écoles françaises, Alexis Lefebvre, qui avait été en poste à l'Institut culturel français à Ankara, et également Antoine Auger et Charlotte Roux pour le projet sonore à Istanbul. Donc il a été question là d'évoquer peut-être un peu l'autre versant du paysage, c'est-à-dire la présence française en Turquie à travers les écoles justement francophones, puisqu'il y a tout un panel d'écoles secondaires, mais il y a également l'université de Galatasaray. Donc nos témoins nous ont dressé un peu le paysage de cette francophonie en Turquie, mais également avec le rôle des instituts culturels d'Izmir, d'Ankara et d'Istanbul, qui font un gros travail de représentation de la France et de l'amitié franco-turque à travers les manifestations qu'ils organisent, mais aussi les bibliothèques qu'ils mettent à disposition, les cours de français, etc. Et donc ils nous ont parlé de ces lieux emblématiques qui ont formé des générations de Turcs à la langue et à la culture française. Il a été question également de l'enseignement du turc en France, et pour poser aussi la question, au-delà du diplôme de licence et de master de l'école des langues orientales de l'INALCO, de se poser la question de pourquoi pas un CAPES de turc qui permette justement un enseignement du turc, non pas par des enseignants de langue et culture d'origine, puisqu'il a été question également d'eux, mais par un enseignement du turc au titre de langue vivante dans les établissements scolaires, puisqu'à l'heure actuelle, et depuis des années, il n'y a que 7 enseignants de turc dans les établissements de l'éducation nationale, et que ça n'a jamais augmenté, et que le recrutement des profs est un problème aussi qui surgit souvent, mais justement parce qu'il n'y a pas non plus de CAPES de turc qui permettent de former véritablement des enseignants salariés de l'État français, et du coup qui permettent de supprimer cette présence des ELCO que la France veut supprimer depuis des années, mais qui n'arrive pas pour des raisons sans doute aussi liées au Quai d'Orsay et aux relations diplomatiques et aux relations bilatérales sur l'enseignement du français en Turquie et du turc en France. En tout cas, ce sont des enseignants qui viennent salariés de l'État turc, comme il y a des enseignants d'arabe, comme il y a des enseignants d'autres langues, mais sur lesquels la France n'a absolument aucune main, puisqu'il s'agit des programmes définis par des pays d'origine, des enseignants venus des pays d'origine, qui parfois d'ailleurs parlent très bien le français, ou à peine, mais Macron a changé un peu la donne avec la nouvelle formule EILE, qui sont des enseignants qui sont obligés d'avoir un niveau B2, je crois, de français pour pouvoir venir en France, mais en tout cas où la France n'a pas de main sur le programme qu'ils appliquent au niveau des enfants, et ceci dans les écoles de la République, dans les collèges et les écoles primaires, et donc sont des espèces d'enseignants comme ça qui travaillent tout seuls. Donc c'était très, très intéressant d'avoir tout ce regard sur la question des interpénétrations entre les deux pays à travers la langue et l'enseignement de la culture. Notre 6e soirée s'intitulait « Portrait de l'intelligentsia turque, artistes et intellectuels de Turquie en France ». Et là, nous avions Timur Muhittin qui était avec nous, Timur Muhittin étant professeur justement à l'INALCO, et aussi directeur de la collection de littérature turque aux éditions Actes Sud. Donc, il a fait un livre également où il parle justement de toutes ces générations d'intellectuels et d'artistes turcs qui ont été en France. Et il était accompagné de Clotilde Scordia, historienne de l'art, qui a sorti il y a 1 an et demi un très beau livre qui s'appelle Istanbul Montparnasse, les peintres turcs de l'école de Paris. Alors là, pour le coup, on parle de la 2e école turque de Paris, c'est-à-dire des peintres qui sont arrivés à partir des années 40 et jusqu'à la fin des années 60,
et qui ont vécu très nombreux autour de Montparnasse et qui ont, pour certains, été très très connus. Malheureusement, aujourd'hui, tous ont disparu, et parmi eux, Abidine Dino, Nubin Orhan, Fikret Moala, Hakan Beg et bien d'autres. Ils nous ont donc dressé ce paysage culturel turc présent en France. L'application également d'un certain nombre d'intellectuels turcs dans le milieu intellectuel français, parce qu'ils nous ont parlé de tous ces contacts qu'il a pu y avoir. Je citais un peintre comme Abidine Dino, mais Abidine Dino a été ami avec Aragon, avec Tristan Tzara, avec Picasso. Il a fait partie de l'atelier de Picasso à Antibes. Donc des interrelations entre des artistes français et turcs, entre des intellectuels des deux bords. Nous avons consacré la 7e et dernière soirée de débat à un sujet particulier. On l'avait intitulé « Le syndrome Midnight Express », et nous avions vraiment la personne adéquate pour parler du sujet, c'est-à-dire Olivier Delahaye, réalisateur et auteur d'un livre qui s'appelle « Round Midnight Express », puisque Olivier Delahaye s'était un jour interrogé sur mais comment est-ce possible qu'un film, un simple film américain qui débarque en 78 sur les écrans en France, puisse avoir d'abord cet engouement incroyable, et puis que cet engouement soit accompagné d'une détestation totale de la Turquie et des Turcs, au point de frôler le racisme par rapport à certains sujets. Et donc, Olivier Delahaye a fait une enquête vraiment importante, puisqu'il a même été interrogé le réalisateur Alan Parker pour essayer de comprendre un peu tout ce qui s'était passé autour de cette histoire. Donc c'était très passionnant à suivre, surtout qu'on est nombreux, je pense, à s'interroger sur ce Midnight Express. Moi qui suis bien plus vieille que vous, à l'époque, je me souviens, ça avait effectivement été un truc assez invraisemblable, quoi. Tout le monde voyait Midnight Express, les gens avaient un regard sur la Turquie d'espèces de sauvages qui mettent les gens en prison, qui torturent les gens en prison, etc. Et sans aucune finesse de vue, ni politique, parce que bien sûr qu'il y a eu des tortures en Turquie, bien sûr qu'il y a eu des gens en prison, etc. Mais encore faut-il trier dans tout ça, avoir une analyse politique, avoir une analyse historique et tout, ce que le film ne faisait absolument pas, et avec même des aspects clichés qui étaient extrêmement choquants. Donc Olivier nous a vraiment enrichi de toute cette enquête, quasiment enquête policière qu'il a fait autour de ce film. Voilà, alors, et bien là, on est arrivé à la fin avec cette soirée-là. Des contingences matérielles n'ont pas permis qu'on tienne la dernière séquence qui était prévue et qui devait s'intituler « L'œil des médias » en ayant quelques journalistes avec nous pour réfléchir sur le regard de la presse et de l'audiovisuel sur la Turquie. Bon, ça sera peut-être une piste pour plus tard. Et donc là, on en vient à la séquence qu'on va partager ensemble. Pourquoi un bilan? C'est un peu, je reviens un peu à ce que je disais au début, et puisque ce que Émile et Ali ont dit, il y a de nombreuses interrogations dans ces relations. Il faut peut-être réfléchir ensemble à quel type de regard faut-il avoir. Est-ce qu'il faut avoir une posture critique? Est-ce que cette critique doit être politisée, pas politisée? Est-ce que les associations, les institutions, les intellectuels, les franco-turcs, etc., doivent s'impliquer autrement, et comment? Est-ce qu'il faut choisir d'autres types de sujets? Qu'est-ce qui peut intéresser davantage? En France, on a besoin de mieux connaître sur ce pays et sa société? Quels préjugés à déconstruire? Parce qu'il y en a des préjugés. Et comment les déconstruire et par quels moyens? Les modes d'intervention, est-ce que c'est des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses plus festives? Est-ce que c'est des choses plus style conférence? Est-ce que c'est des réunions populaires?
quels sont les publics qu'on doit approcher. Autant de sujets qui vraiment on aimerait beaucoup que vous puissiez nous apporter vos avis, vos propositions, vos suggestions, et qu'on puisse profiter de vos idées. À charge évidemment en Turquoise de voir s'ils veulent reprendre des choses autour de tout ça, et puis ou alors imaginer des collaborations, sachant, et je terminerai là-dessus, qu'on est quand même par rapport à il y a quelques années dans un relatif désert associatif turc en France, puisque aujourd'hui, en termes d'associations, il y a l'Akort, il y a quelques associations en province comme Atatürk et tout ça, mais qui sont loin de Paris. Et puis il y a le Comité France-Turquie qui fait de temps en temps des conférences, mais un petit peu, je dirais, peut-être un peu trop privées, et n'ouvre peut-être pas assez vers l'extérieur. Il y a le Centre culturel Anatolie qui fait de temps en temps des expositions ou des rencontres autour de sorties de livres et tout. Et puis, je crois que j'en oublie pas, après on passe au volet les associations politiques qui ne se réunissent qu'entre eux et qui font de la politique, et les associations religieuses, et là alors on a tout le panel, qu'on parle des associations mosquées ou aux associations ultra-radicales qui font des choses, qui font des choses également ouvertes vers l'extérieur, mais probablement pour des publics différents. Mais en tout cas, pas grand monde pour faire des choses qui rapprochent les gens et qui favorisent le dialogue et qui nous permettent tous ensemble de parler et de nos doutes et de nos plaisirs par rapport à ce pays, et à essayer d'enrichir par de la connaissance et une autre vision les Français qui ne connaîtraient pas ce pays ou qui n'y seraient pas sensibles. Voilà. J'espère que merci beaucoup. Est-ce que vous avez des remarques? Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont suivi en fait les cycles de début. Peut-être en fait on peut commencer par eux aussi, ou bien comme vous souhaitez. Si vous avez déjà des propositions à nous faire, aussi en fait pour les prochains événements aussi, ça va nous aider. Et voilà. Si dans la salle, si on veut intervenir, notamment sur le fond du Je t'aime moi non plus, un regard sur un regard de retour sur ce qu'on a fait sur le fond, ou sur la manière dont nous avons organisé, nous avons conçu ces séances. Parce que sinon, peut-être pour ouvrir le bal des questions et des échanges, moi j'aimerais juste dire quelque chose, parce que nous, en tant qu'organisateurs de ces soirées, que nous, on venait de la Turquie, on connaissait la France, la Turquie, etc. Sur le fond, on a appris beaucoup de choses pendant ces séances-là, mais on a aussi appris, un peu comme une sorte de méta, au-delà du fond des séances, on a eu une meilleure connaissance du milieu associatif et le domaine dans lequel nous, on avançait. Notamment, je pense à la séance où on a fait sur votre regard sur les Turcs de France. Au début, quand on avait commencé à ces séances, ou même l'expérience turquoise, on se baignait un peu dans une sorte de gigantesque océan, dans le sens où on ne savait même pas où on allait. Et grâce au Je t'aime non plus, on a un peu mieux appris au moins les contours de l'eau qui nous entourait, les difficultés ou la profondeur de ce qui nous attendait. Donc c'était extrêmement enrichissant de notre point de vue. En tant que turquoise, on a mieux vu ce qui se faisait avant nous, ou bien ce qui est en train de faire en même temps que nous, et du coup ça nous donnait beaucoup d'éléments de réflexion pour la suite. Du coup on a toujours eu des réflexions. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le... justement, j'aimerais bien... nous, on aimerait vraiment apprendre votre regard. Par exemple, vous avez assisté quasiment à l'intégralité... Sauf à l'intégralité des séances, et vous avez toujours eu des retours pour nous concernant certaines séances. Est-ce que vous avez un regard particulier? Non, moi j'ai l'impression que quelque chose vraiment s'est passé pendant toutes ces séances, que pas mal de stéréotypes ont été abordés et parfois
parfois déconstruit. Mais il y a quand même des situations qui maintenant, après certaines séances, me paraissent encore plus criantes et difficiles à accepter. C'est par exemple, bon, c'est un exemple tout simple, hein, c'est quelqu'un que je connais bien qui est allé à Alençon, où il y a beaucoup de Turcs, il y a pas mal de Turcs qui sont installés, et c'est quelqu'un qui s'intéresse à faire lire les bébés. Eh bien, il n'y a aucun retour de la part des mères turques devant cette initiative. Et bon, comme moi-même, j'ai enseigné dans la région parisienne, du côté d'Arpajon, où il y avait aussi pas mal de familles turques, j'avais été déjà frappé, mais ça remonte déjà à plus de 20 ans, j'avais été déjà frappé par la manière dont les Turcs s'enferment entre eux. Et il est très difficile pour une fille de dépasser, enfin je vous rappelle des choses que vous connaissez certainement, d'aller au-delà du brevet, d'aller au lycée. Et pour les garçons vivent, travaillent dans le cercle familial. Je ne sais pas, en troisième, quand il fallait faire des stages professionnels, le stage avait lieu, remarquez, j'ai eu des élèves chinois, c'était pareil. Le stage avait lieu dans l'entourage familial immédiat. Donc voilà, c'est une genre de situation qui me paraissent aujourd'hui de plus en plus douloureuse parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est figé, qu'on n'arrive pas à débloquer. Bon, pour vous donner un exemple, mais moi ce qui m'a intéressé justement en vous suivant, c'est que aussi prendre conscience de la complexité de tous ces sujets. Il n'y a pas, je ne sais pas, j'ai des amis turcs à Paris, il n'y a pas un sujet finalement qui n'ait qui ne rebondisse plusieurs autres sujets. Je ne sais pas, par exemple, j'ai appris que des amis que je connaissais s'étaient brouillés depuis récemment au sujet du problème du génocide arménien. Des gens que je connais bien, que j'estime, intellectuellement, et puis on s'aperçoit qu'on bute comme ça sur des... on s'aperçoit qu'on bute comme ça sur des blocages, mais qui sont... je ne sais pas si c'est inhérent à un certain milieu intellectuel aussi, mais enfin, pour quelqu'un qui connaît un peu la Turquie depuis pas mal d'années, c'est difficile d'accepter que les choses, finalement, évoluent très peu. Voilà, je ne sais pas si ça sert quelque chose de ce que j'ai voulu dire. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment continuer d'une manière ou d'une autre. Et puis j'ai apprécié aussi, quant à l'ambiance de ces soirées, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture. J'ai jamais assisté à des conflits. On perçoit parfois on a la sensation de conflits qui sont sous-jacents, mais bon, tout ça s'est déroulé dans une ambiance tout à fait conviviale. Et c'était vraiment, je crois que c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai vécu vraiment, sur le plan des relations entre la France et la Turquie, quelque chose d'unique. Voilà, je vous en sais grave. Merci beaucoup. Vous avez d'autres... Peut-être, parce que vous connaissiez la Turquie depuis très très longtemps, vous aviez vécu là-bas, vous aviez enseigné là-bas. Et du coup, est-ce que parmi nous, il y a d'autres gens, enfin d'autres personnes, d'autres participants qui ont connu cette période-là aussi, enfin, qui ont connu la Turquie avant, qui ont connu les relations des deux pays avant, peut-être que, par exemple, qui voudraient intervenir sur le sujet? Moi, je vais dire quelque chose. Je n'ai pas de voix vraiment très bien. Mais j'ai participé à quelques séances de Jetin, moi non plus, pas tout malheureusement. C'était très bien. Donc, je crois que l'association Les Turquoises doit garder l'aspect culturel, c'est-à-dire organiser toujours les soirées, les journées culturelles. Ça, c'est très bien. Mais la distribution des annonces n'est pas assez large, parce que la plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas cette association. D'autre part,
il ne reçoit jamais le mail ou quelque chose. Je crois qu'il faut élargir les mailing list pour que les gens suivent et reçoivent les messages d'une part. Un autre point que je voulais souligner, parce que j'ai fait mes études ici, d'une part, et ma carrière, en tant que Turc, depuis 25 ans, plus de 20, peut-être 30 ans, en tant que franco-turc, disons. J'ai eu des difficultés pas possibles dans ma carrière. Les Turcs ne sont pas aimés. La Turquie n'est pas, pas connue bien. Pourquoi? Nous sommes, je crois que 600 000 en France, je peux me trouver. 700. Maintenant, dans les médias, ils disent que pourquoi on n'a pas eu un député dans l'Assemblée? Pourquoi on n'arrive pas à présenter quelqu'un dans les élections? Pourquoi on n'arrive pas à se réunir, c'est-à-dire en tant que les Turcs en France? C'est très important, je crois qu'on est très dispersés. Il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus. Troisième point, il y a peut-être 6 ans, je ne peux pas dire, je suis abonné le Nouvel Observateur. Il y avait un numéro, c'est le spécial, les dictateurs du XXe siècle. Dans cette série, il y avait aussi dedans Atatürk. Il y avait Hitler, il y avait tout le monde. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai essayé d'appeler le Nouvel Observateur qui écrit. J'ai dit absolument, je veux parler cet écrivain. On m'a donné le numéro, j'ai appelé plusieurs fois. Enfin, je le joins. Il était en train de conduire en province. J'ai dit, monsieur, comment, sans connaître Atatürk, sans connaître bien notre fondateur de Nouvelle-Turquie, comment vous écrivez ce genre d'article? Donc j'ai appelé autour de moi, on a quelques personnes, on est manifesté. Il n'y en a pas assez. Vous voyez, on n'est même pas réagi contre notre fondateur de Nouvelle-Turquie. J'ai toujours dit que je suis une fille Atatürk, parce que j'ai eu pas mal de prix, de distinctions. À chaque fois, la première fois, j'ai remercié Atatürk, après ma famille. Parce que si Atatürk ne donnait pas les droits des filles, aux femmes, disons, de voyager tout seul ou faire des études, peut-être je ne pourrais pas être ici et réussir. Pour moi, c'est très important. À chaque fois, dans les sociétés françaises, je parle à Atatürk. Non, c'est Kemal Pacha, Mustafa Kemal, bon, etc. C'est le dictateur, c'est l'armée, etc. Mais expliquer, ça ne sert pas à grand-chose. Je crois que ce n'est pas quelque chose de personnel, mais il faut vraiment réagir en masse. Donc, je sais pas, je vais réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour cette association que j'aime bien. Parce que je n'ai pas le temps, c'est vrai, je voyage beaucoup pour mon métier à droite à gauche, mais à chaque fois je suis à Paris, s'il y a quelque chose, je cours pour venir ici. Merci Gaël, merci Émile, merci Ali, et toutes les personnes que j'ai connues ici. Je vous remercie d'organiser les soirées, les séances, et vous continuez, on va vous aider. Voilà. Merci à vous infiniment. Rebondir sur votre remarque sur justement comment, par exemple, on connaît Atatürk. C'était pas principalement sur les querelles autour de son personnage, mais l'idée ou
les clichés que la Turquie prenait sur elle, c'était un de nos points de départ au début. Quand on commençait, on était venu de la Turquie, on était confronté toujours à un grand maximum de 3 questions. On nous parlait de kebab, on nous parlait du président actuel et on nous parlait d'une troisième chose, des Cappadoces. On s'était dit qu'il y avait vraiment un vrai besoin dans la France quand on voyageait, de reconnaître la multiplicité, la diversité de la Turquie, mais loin de... pour déconstruire tous les clichés. Du coup, le projet de Je t'aime non plus, ça, je pense qu'on on le tenait à cœur d'essayer à déconstruire tous ces clichés-là autour des sujets qui ne sont pas faciles et en plus qui ne sont pas non plus tout blanc ou tout noir. Donc on a vraiment voulu casser tout ce qui se construisait comme cliché autour des problèmes comme ça. Rebondir sur un autre point que vous avez évoqué, sur l'unité probable ou possible des Turcs de France, moi personnellement, quand on lisait, etc., et notamment c'était après l'apparition de votre livre sur l'histoire des Turcs en France, déjà, il y avait un point qui était primordial, c'est que jusque l'apparition de votre livre, rien n'avait été écrit en France sur l'histoire des Turcs en France. C'est ce qui est quand même hallucinant. Après plus de 30 ans de migration aussi massive, le premier livre paraît en 2019, c'était déjà en soi un grand événement. Et dans ce livre, on voyait peut-être une des raisons de cette absence d'unité, c'est que l'émigration venant de la Turquie est extrêmement multiples, extrêmement diverses en termes de confession, de langue, milieu social, milieu culturel, d'origine géographique, ce qui peut être aussi une des raisons qui expliquerait l'absence d'unité ou de communauté entre guillemets. J'essaie d'être attentif à ce mot, mais quand même qui expliquerait l'absence de cette... Peut-être... Oui, ce que dit Ali est tout à fait juste et les constats sont justes aussi. Le problème, c'est que, on le sait tous, l'organisation, malheureusement, souvent passe par le brandissement d'un drapeau. Quand vous ne brandissez pas un drapeau, il n'y a personne. Alors, il y a eu des appels, vous parliez de gens qui se mobilisent quand il y a un événement par rapport à la Turquie. Sauf que quand ça se passe forcément sous l'égide d'un drapeau. C'est le drapeau de la Fédération de l'Action nationale, donc proche du parti, de l'Action nationale, c'est les mouvements gauchistes, les mouvements machin. Et le problème, c'est que pour faire une espèce d'appel à une mobilisation civile, il n'y a finalement que des associations. Moi, j'aime pas le mot apolitique parce que personne n'est apolitique. Mais après, il y a ce que vous présentez et puis votre pensée qui est derrière. Mais vous pouvez faire du travail utile sans forcément brandir un drapeau. Moi, de toute façon, c'est le grand problème que j'ai vécu pendant 25 ans de militance associative avec El Ele, par exemple, parce que j'avais d'autres amis turcs dans d'autres associations qui reprochaient qu'El Ele ne brandisse pas le drapeau rouge, ne brandisse pas le drapeau noir, machin. Et j'essayais de leur expliquer que si on voulait une unité des gens, français, turcs, de toute tendance sur des sujets partageables, on ne peut pas brandir un drapeau, sinon vous faites fuir la moitié des gens. El Ele avait été créé pour, par exemple, surtout faire bouger un peu et vous en avez très bien parlé, cette population, et vous aussi, cette population qui est quand même très communautaire, très, vous avez tout à fait raison, qui vit entre elles, qui sont des gens très sympas dans les quartiers où ils sont implantés. Si un Français tape à la porte d'un Turc, il sera invité à prendre le café, mais étrangement, ces Turcs qui, dans leur campagne ou dans leur pays, vont, eux, taper à la porte du voisin en disant « viens prendre un café chez moi », ne le font pas ici par rapport à leurs voisins français. Il faut qu'ils soient sollicités pour qu'il y ait une réponse. Parce qu'il y a une espèce effectivement, de vie en vase clos, ou alors de vie derrière des étiquettes et des clans. Donc c'est vrai que là, vous avez pointé tous les deux, et Ali a raison aussi,
c'est extrêmement compliqué, donc ça veut dire qu'il faut que des gens de bonne volonté qui ne veulent pas forcément appartenir à telle ou telle mouvance, à tel drapeau ou autre, se mobilisent davantage pour que se passe des choses. Vous avez parlé d'Atatürk, il y a une association des amis d'Atatürk. Je vous donne un dernier exemple qui, moi, m'a étonné. Ils m'ont invité à intervenir dans une soirée qu'ils ont fait autour du 8 mars et des femmes. Et à l'origine, quand ils ont fait appel à moi, c'était de parler en turc. Moi, je leur ai dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on fait à parler en turc? En turc, il y a un proverbe, moi, toi et Monsieur Mehmet, on va pas se réunir tous ensemble, moi, toi et Monsieur Mehmet, pour parler d'Atatürk en turc, entre Turcs. Donc c'est quand j'ai dit ça qu'après ils ont changé le fusil d'épaule et on a fait en français dans les locaux du docteur Heger au Centre culturel Anatolie. Mais c'est juste à titre d'exemple pour vous dire combien même dans un sujet que vous avez pointé du doigt, il y a une incapacité à ouvrir large et à penser large. Et on ne peut pas se plaindre du regard de dictateur sur Atatürk s'il n'y a pas des lieux où des gens compétents et cultivés expliquent qui est Atatürk avec mais avec aussi, attention, le problème des Turcs, c'est que quand ils aiment quelque chose, c'est blanc ou noir. Alors Atatürk, il est bon partout. Ben oui, peut-être pas bon partout. Quand il faut faire des critiques, il faut aussi savoir les faire. Parce que là, du coup, vous êtes plus crédible. Si vous dites Atatürk est l'ange personnifié, c'est pas non plus logique. Donc, il faut pouvoir parler d'une voix peut-être un peu plus objective. Et peut-être qu'à ce moment-là, on regardera les Turcs autrement, s'il y a de l'objectivité. J'ai l'impression. Bonjour, moi je suis nouvelle, je m'appelle Patricia. Bravo pour le cycle que vous avez mené. Vraiment, je regrette de ne pas avoir pu participer. J'ai l'impression que ça a dû être très très riche. La question que je me pose, c'est est-ce que le but de l'association est donc bien sûr de faire connaître les Turcs et la Turquie, mais l'idée c'est de les faire aimer par qui? Par les Français ou idéalement par nos hommes et nos femmes politiques françaises? Parce que, par exemple, Nicolas Sarkozy adore la Turquie. Je l'ai vu se baigner clairement à 200 mètres de moi à Bodrum, avec Carla Bruni. Alors, on n'était pas dans le même hôtel, hein, bien sûr. Mais bon, ça a été le premier homme politique à dire non à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Il l'a dit officiellement. Mais en off, il adore la Turquie. Chaque année, ils y vont. Jean-Marie Le Pen aussi. Hein. Ouais. Il passait ses vacances du côté de Wolfsburg. Oui. J'ai voyagé avec lui. Ah bon. Donc en fait, c'est vrai que l'approche, je me dis, elle est pas la même. Moi, pour avoir vécu 6 ans à Istanbul, j'ai énormément d'amis français qui sont venus me voir, qui ont eu pareil que moi le même choc en arrivant. Moi, j'avais des préjugés de dingue. Hein. Je pensais qu'en arrivant à Istanbul, j'ai envie de le dire, mais c'était il y a 15 ans, je pensais qu'il y avait un peu de sable et des palmiers. Hein. Mais je suis certaine qu'aujourd'hui, avec 15 ans de décalage, il y a encore plein de Français qui ont ces confusions-là dans leur tête. Et en revanche, toutes les personnes que j'ai accueillies en en Turquie, je veux dire, par l'intermédiaire en fait, d'être venues sur place, pour moi, il n'y a pas d'autre meilleur moyen que d'organiser en fait, des rencontres sur place, de montrer ce que c'est. Parce que le choc, il est immédiat. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et aussi, on n'a pas visé en fait des politiciens. C'est vrai que dès le début, on a pensé en fait aux amis en fait français qui sont autour de nous, et puis les jeunes français en fait qui connaissent pas du tout la Turquie aujourd'hui. Ils connaissent la Turquie d'Erdogan un petit peu et ils ont peur. Et voilà, mais on n'y pense pas. C'est pas mal. Et aussi, on en a parlé aussi d'un voyage vers la Turquie, pourquoi pas. C'était un projet, mais c'est un grand projet, je pense, qu'on va organiser. Et est-ce que tu veux dire quelque chose?
Non, enfin, je ne vais pas ajouter, mais effectivement, au début, notre cible principale, disons, le domaine dans lequel on voulait évoluer, c'était vraiment notre entourage amical, du coup, les Français avec qui on passait du temps, on sortait, on s'amusait. Donc, on n'a jamais voulu, nous n'avons jamais voulu, même dès le début, avoir quelque chose fermé qui organiserait des soirées de la queue chez les femmes, mais qu'entre nous. L'idée, c'était d'avoir toujours cette ouverture dans le pays où nous vivons. Mais effectivement, nous n'avons jamais eu la volonté d'avoir cet aspect un peu de contact avec les décideurs politiques, parce que nous, à l'époque, nous évaluions assez c'était pas dans ce jeu-là qu'on voulait évoluer. Par contre, peut-être qu'on peut en discuter, parce qu'on est assez entre nous, donc avec sincérité. Dès le début, c'était une des décisions que nous avons prises, et c'était à cela peut-être que nous, on pouvait nous qualifier, entre guillemets, apolitique. On avait voulu être en dehors de tout circuit officiel implanté, consulaire, d'ambassade et tout, venant de la Turquie. On voulait voir représenter une sorte d'initiative civile, jeune et au sens propre, indépendant. Et je pense que jusque-là, on a tenu bon, et notre volonté, c'est vraiment de continuer dans cette voie indépendante, de garder notre côté civil et continuer effectivement de parler aux Français ici. Et une petite chose à préciser aussi, si vous voulez regarder les autres séances, sont tous sur YouTube. Vous pouvez les voir en fait dès le début jusqu'à la fin. Vous avez d'autres peut-être remarques, questions? Juste, s'il y a quelqu'un d'autre. D'abord vous, et puis je vais... Je crois que tout à l'heure on a souligné d'aller vers les autres, c'est-à-dire vers les voisins, vers les collègues, vers les connaissances. Je crois que c'est très important. Parce que Gaïa parlait de drapeau. Un drapeau dans ce sens, je ne sais pas, peut-être pas réel, c'est-à-dire mettre partout les drapeaux turcs. Dans une grande école que je travaille, la Turquie, c'est quoi la Turquie? Oui, c'est Bosphore, comme vous avez dit, les kebabs, je ne sais pas. Et les étudiants qui viennent pour faire le master, dans les forums, il y a les drapeaux de tous les pays. Vous imaginez? J'ai dit, je suis allée au service international, j'ai dit, vous avez mis les drapeaux, mais il faut mettre aussi la Turquie, parce qu'il y a des étudiants turcs qui viennent. Ah oui, vous avez raison. Bon, ils ont acheté, ils ont mis maintenant, on peut voir le drapeau turc. Et deuxième chose, pour le master, vous savez qu'il faut payer 10 000 euros. Les Européens, c'est les pays européens, payent 3 500 €. J'ai lutté, je ne peux pas imaginer, discuter avec les gens. J'ai dit, oui, la Turquie n'appartient pas à l'Europe, mais en voie d'entrée, adhérer, toujours, je parle il y a 5 ans, 6 ans, et j'ai eu la décision d'accepter les étudiants turcs, 3 500 comme les Européens. Pourquoi je racontais ça? Si on ne va pas vers les autres, si on n'insiste pas, si on ne lutte pas, personne ne s'intéresse à nous. Il faut aller faire connaître la Turquie. La Turquie, ce n'est pas seulement, comment on dit, les villes du sud-est, que chaque fois ils viennent en disant que oui, il y a beaucoup, je ne sais pas où faire. Okay. Je suis stambouliote, je n'ai pas vu ce ville. J'ai dit la Turquie est très, très grande, il y a la Turquie dans la Turquie. On ne pouvait pas dire, vous êtes turc, bon, vous avez tué les Arméniens, vous avez tué, je ne sais pas, les Kurdes. J'ai dit, même ma famille n'a pas vécu cette période, pourquoi vous nous jugez? C'est difficile, comment dire, de convaincre que les étrangers, je ne dis pas les Français, les autres aussi, qu'il ne faut pas regarder seulement côté, c'est par la fenêtre française ou italienne, où je dis, regardez de deux côtés, écoutez les historiens, qu'est-ce qu'ils disent à ce propos. La lutte continue, vous savez, il faut expliquer, il faut
faut lutter, il faut aller vers les autres. Inviter pour le café, inviter pour d'autres choses. Et puis, je faisais plein de choses à l'école, dans Global Village. On a fait un stand, la Turquie, avec les affiches pour connaître, pour faire connaître par des autres pays, par des autres étudiants. C'est difficile parce que vous travaillez dans l'association, c'est très difficile de faire cette lutte, mais il faut continuer. Sinon, on sera toujours la Turquie sauvage, voilà, la Turquie qui tue tout le monde. Voilà. Merci. Je suis désolée d'aborder ce sujet, mais on se rencontre toujours. C'est le but. On va changer, juste par ici. Alors bonjour, je m'appelle Romain et merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est la première séance à laquelle j'assiste. Donc je suis français d'origine tunisienne et arménienne et j'ai passé 3 mois à Istanbul cet hiver pour découvrir vraiment Istanbul en profondeur en tant que musicien et passionné d'anthropologie de la musique. Et donc particulièrement des musiques anatoliennes, très diverses. Et je retrouve un peu là toutes les questions dont on a parlé. Et ça me fait penser à plein de choses, notamment rien qu'au niveau du corpus des textes dont sont originaires de nombreux aşık, donc bardes, troubadours d'Anatolie, et qui chantent en plusieurs langues, qui sont tous d'origines très diverses, de régions parfois complètement opposées, un peu surtout. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans l'histoire musicale, en tout cas de la Turquie, j'ai l'impression qu'on a passé un cap aujourd'hui avec la jeune génération qui dénigre ou ne s'intéresse pas du tout au répertoire ruraux, et qui sont souvent stigmatisés comme des ploucs des campagnes, quoi. Pourquoi tu joues du bağlama, jamais de ma vie j'en jouerais, et une guitare c'est beaucoup mieux, tu peux faire beaucoup plus de trucs avec. Et un aspect très communautaire aussi, par exemple chez les Alevis qui carrément déifient certains personnages comme Arif Sa, et il y a toute cette grande richesse qu'en fait, qui soumet à un esprit de contradiction permanent de la société turque, j'ai l'impression en fait. On voit se révéler tous les grands problèmes qui animent en fait les Turcs. Et pas que les Turcs, les Kurdes, la petite communauté arménienne d'Istanbul, qui se reconnaît en fait très peu, je vois, dans la musique dite turque en Turquie. Et pourtant, il y a beaucoup de gens en fait qui font complètement partie de l'histoire du pays aujourd'hui, sans un point de vue nationaliste ou abusif, je dirais, juste on peut en discuter, qu'il y a eu des Arméniens qui étaient turcophones et qui écrivaient en turc leurs chansons. Et donc, moi je voulais m'intéresser à la question des Arméniens à Lévis, dans la région d'Argovan, à Malatya. Et parce que j'ai fait une rencontre super, spontanée à Paris avec Muharrem Temiz, qui est un barde, un chouk, comme on dit, et qui descend d'une famille très intéressante à Argovan, Saïd Meftouli notamment. Et donc je suis allé sur place et j'ai rencontré plein de gens, j'ai eu c'est-à-dire chaque séance que vous avez abordée en les présentant, j'ai retrouvé tous ces problèmes en discutant avec les élèves de l'école d'Erdala Zinjana Maltepe, même avec les amis au café à Cihangir. C'est vraiment, c'est sans cesse qu'il y a un tumulte politique, ça parle tout le temps de politique d'identité. Et il y a un moment, j'ai dit tout simplement à une amie, quand est-ce que vous vous amusez sans parler de tout ça, quoi. On fait une soirée, on parle pas de politique, on n'est pas obligé de mettre du négatif dans la soirée, quoi. Et elle m'a dit, on n'a pas le luxe en ce moment. Et ça, je peux le comprendre, il y a vraiment une période très tumultueuse en Turquie au niveau politique, c'est pas très drôle. Et je vois que ça pèse énormément, surtout il y a un désir d'aller en Occident, de voir ailleurs, quoi. Et quand je rencontre des Turcs ici, c'est totalement différent qu'en Turquie. Les Turcs, en tout cas français, certains j'ai grandi avec, c'est vrai que c'est pas du tout le même questionnement sur le pays. Il y a un peu, en fonction de la famille et peut-être du vécu des gens,
j'ai l'impression que l'horloge s'est arrêtée parfois avec les référents culturels ou musicaux de certaines personnes. Je m'intéresse principalement à la musique. Mais arrive ça, il veut rien dire pour beaucoup de jeunes en Turquie. Il veut rien dire du tout. Et, à part pour les grands fans du Bağlama, mais ici, ça veut dire vraiment quelque chose. Alors pour les Turcs et les Turcs que je rencontre, c'est quelqu'un, mais c'est le Hoca est très très respectable par exemple. Et il y a tellement de questions à continuer à poser en fait sur le patrimoine musical de la Turquie actuelle. Et je me pose tout simplement une question, c'est un état de projet pour une étude possible, mais sur les différents bardes de la région d'Argovan et de toute cette diversité qui peut être mise en lumière avec intelligence et justement apporter une lecture intéressante que à la fois les Turcs de Turquie ou d'ici ne s'intéressent pas forcément naturellement. Et il faut qu'il y ait un contact, une allumette parce que il peut y avoir un certain nombre de clichés, de stéréotypes ou de contradictions, voilà, inhérentes au parcours individuel ou familiaux. Et donc, moi, je vous remercie beaucoup en tout cas de présenter tous ces problèmes qui me donnent envie de revenir et de discuter ensemble de choses comme ça qui, en fait, sont des liens souples. Bağlama, en plus, le mot appelle au lien, en fait. Et donc, je pense que l'histoire de la Turquie n'est pas une histoire où juste il y a un drapeau des Turcs, Atatürk, et on est très nationaliste. Et il y a justement tout un tas de finesses, de choses infiniment souples qu'il faut continuer à déterrer en fait. Et en tout cas, ce premier voyage en Turquie, moi, qui a été un peu long, 3 mois, mais long, je veux dire dans le sens positif, était formidable pour une première introduction à ça, en fait, à comprendre les contradictions bam, qui arrivent droit dans le visage quand on s'intéresse et qu'on lit sur la Turquie. Donc, merci beaucoup. Je reviendrai avec grand plaisir. Il y a un moyen de faire une conférence sur le sujet? Je ne suis pas universitaire, je suis juste étudiant encore, mais d'amateur et musicien passionné de ces musiques, avec grand plaisir, mais que ça soit interactif et qu'on en discute tous ensemble. De ce qu'on aime, et peut-être aussi d'où on vient et pourquoi on s'y intéresse. Avec grand plaisir. Il va revenir aussi en septembre dans cette tournée. Merci. Moi, c'est Élise, donc je suis les Turquoises depuis un moment. Donc, déjà, je voulais vous dire tous bravo pour votre travail, parce que je sais que ça représente vraiment beaucoup d'investissement de votre part à tous. Donc, chapeau pour tout ce que vous avez mis en place. Et ensuite, pour ouvrir un peu des idées de sujets pour la suite, etc. Récemment, quelqu'un que je connais bien m'a dit si tu vas dans les Cappadoces, après, tu auras tout vu. Tu auras vu toute la Turquie. Moi, je connais Istanbul et Bodrum. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses que je ne connais pas. Et je suis aussi d'accord avec ce que disait Patricia. Avant d'aller à Istanbul pour la première fois, en tant que Française, honnêtement, pour moi, Marrakech, Istanbul, c'était à peu près la même chose. J'ai un peu honte de dire ça maintenant, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'aller passer un peu de temps à Istanbul et penser peut-être qu'on connaît la Turquie, alors que j'imagine que c'est un pays qui est immense, qui est extrêmement varié. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir éventuellement des cycles qui permettraient de découvrir un peu ce qui se passe dans les autres régions, comment les gens vivent, c'est quoi leur quotidien. Je pense que ça serait intéressant pour les Français, peut-être aussi pour les Turcs, où j'imagine, en tout cas moi les Turcs que je suis amenée à côtoyer viennent plutôt d'Istanbul. Leur quotidien me semble très similaire au mien à Paris, mais j'imagine qu'ils ont aussi plein de choses à apprendre sur ce qui se passe ailleurs en Turquie, et ça permettrait peut-être de faire tomber un peu des préjugés de la part des Français, mais aussi de la part des Istanbouliades vis-à-vis du reste du pays. Donc voilà, pour quelques suggestions. Merci beaucoup. Je pense que peut-être pour l'année prochaine, surtout en fait via le cinéma et la musique, on va essayer de montrer plus parce que nous-mêmes, moi je suis un qui symbiote, j'ai pas beaucoup voyagé en Turquie et on découvre aussi par l'occasion nous-mêmes. Franck aussi, il suivait en fait le cycle de débat dès le début. Tu veux dire quelques mots? J'ai aucune inspiration pour parler. Il y a certaines personnes, vous aussi, n'est-ce pas? Oui, il y a Agostina, il y a Nelly aussi qui est venue beaucoup. Ouais.
Voilà. Agostina, Non, enfin. je suggérais le cinéma, des thématiques comme effectivement la musique, le cinéma, la littérature, des portes d'entrée comme ça, thématiques et sur des sujets qui ne fâchent pas trop. Je vais peut-être dire 3 mots. Oui, peut-être faire des choses plus concrètes. Je peux penser, on parle de cinéma, on parle d'autre chose, mais la cuisine. Enfin, des éléments traditionnels ou locaux qui... la langue. Quels sont les mots à emprunter ascenseur, pantalon, etc. Enfin, pour qu'on puisse... Mais en français aussi, crémoisie vient de Kırmızı, par exemple. Ça, on ne le sait pas. Ben, donc, il y a des lieux de passage, et donc ce serait une bonne idée de les découvrir. Cinéma, cuisine, langue, peu importe. Voilà. Juste une seconde. À Elélé, on avait fait, tu as raison, on avait fait à Elélé un truc autour du café turc. On a fait un dimanche non-stop, c'était bourré, parce que non-stop, on a fait, je crois que personnellement j'ai dû faire cuire 250 cafés turcs à peu près, et comme on avait ajouté en plus une liseuse de marque de café, ça a fait un effet bœuf, vraiment, mais on avait quand même mis de l'intellectuel, puisque François Georgeon était venu nous parler du café turc, de son histoire, etc. Mais c'est vrai que des événements comme ça, un peu festifs, marchent très bien. Nous avons un bel objectif pour l'année qui vient, une sorte de voyage géographique qui est peut-être culinaire aussi, qui va nous ramener au fond de l'Anatolie. Mais du coup, j'en profite pour aussi remercier devant vous Adélie Malpeguet, sans oublier, qui a très gentiment et d'une manière très professionnelle, qui a filmé toutes nos séances. Ce que vous voyez sur YouTube, c'est vraiment son œuvre avec tout son talent et tout son temps qu'il a impliqué. Et les résultats, c'est vraiment magnifique. Donc nous, on lui remercie du fond du cœur. Merci à vous. Et voilà. C'est des personnes qui n'étaient jamais venues aussi, je crois, qui sont... Il y a vous qui connaissez la Turquie et qui pour la première fois parce qu'elle n'était pas au courant de votre existence. Bonjour tout le monde. Et, vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Là, j'ai une petite idée des dernières séances auxquelles j'ai pas pu participer, mais je serai là dans les prochains événements. Moi, je suis pas turque, mais je suis tunisienne et j'ai vécu en Turquie pendant 2 ans. Et par contre, j'ai pas vécu à Istanbul, j'ai vécu à Adana, qui est une ville un peu plus différente de ce qu'on voit à Istanbul. Donc, je pourrais dire que j'ai pu voir la Turquie, la vraie Turquie, en fait. Pas la Turquie qu'on voit à Istanbul, parce que c'est totalement différent. Et une des choses que j'ai aimées en Turquie, c'est que le peuple, il est tellement fier de... Vous avez parlé de Atatürk tout à l'heure. Le peuple, il est tellement fier de Atatürk, alors que nous, en fait, en tant que Tunisienne, donc j'ai vécu toute ma vie en Tunisie, l'idée qu'on avait sur la Turquie et sur les Turcs, c'était plutôt le président actuel, qui est votre sauveur, on va dire. Alors que quand j'ai vécu en Turquie, j'ai vu totalement le contraire. C'est Atatürk qui est vraiment le plus, on va dire, le plus important pour vous. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aurais aimé voir la même chose aussi dans mon pays. Parce que par exemple, Bourguiba, c'était, on va dire aussi, il est aussi comme Atatürk, c'est lui qui a donné de la liberté en fait, des femmes pour pouvoir s'étudier et tout. Alors qu'aujourd'hui, il n'est pas très reconnu, on va dire, en Tunisie. Et une des questions que j'ai voulu poser, j'ai pas eu l'occasion de la poser en Turquie, mais peut-être vous pouvez me répondre. En fait, en Turquie, on voit bien que Atatürk a beaucoup de statues un peu partout dans les rues, etc., même dans les écoles, les universités, même dans la résidence où j'ai habité.
Le matin, quand j'ouvre mes yeux, je vois le statue d'Atatürk devant moi. Du coup, moi aussi, inconsciemment, j'ai commencé à avoir tout ce respect pour cet homme que j'ai jamais connu. Du coup, j'ai commencé à lire un peu ces livres, comme ça, les petits livres qu'on voit dans les librairies pour les enfants, Nutuk et tout. Parce que après, moi, c'est pas vraiment quelque chose qui... En fait, c'est pas vraiment ma culture, donc j'essaie d'apprendre petit à petit. Et j'ai remarqué aussi que pendant les on va dire les festivals, etc., la première chanson qu'on entend, c'est Ismail Mash. Et du coup, moi aussi, j'ai commencé à apprendre les paroles et j'ai commencé à chanter avec les Turcs parce que je me suis sentie tellement impliquée dans la situation que j'ai adoré Atatürk sans pour autant être turc et vivre en Turquie. Du coup, ma question, est-ce que en fait, c'est lui qui a imposé de mettre ses statues un peu partout en Turquie, ses images, etc. Ou bien c'est le peuple qui a vraiment voulu rendre hommage à votre premier président après sa mort? Oui, c'est l'État et le peuple. Oui, c'est l'État et le peuple. Mais après, il faut se dire que Atatürk, les idées d'Atatürk sont très contraires par rapport aux idées de l'establishment politique de la Turquie d'aujourd'hui. Mais il y a quand même Atatürk partout, qu'il soit aimé ou pas aimé. Personne n'ose quelque part toucher à cette image-là. Mais il ne faut pas oublier que Atatürk n'est pas un homme politique d'un niveau quotidien qu'on rencontre un peu partout dans le monde. Il est un peu une espèce d'image à la De Gaulle, c'est-à-dire tout en étant un homme politique, il est le sauveur. Parce qu'avant de proclamer la République, il ne faut pas oublier qu'il a été celui qui a permis que la Turquie ottomane, qui avec le traité de Sèvres allait devenir une espèce de petit mouchoir de poche, le traité de Sèvres n'entre pas en fonction et qu'on re-signe un traité à Lausanne et que la Turquie est un territoire véritable, parce que sinon il ne restait plus qu'Ankara et sa banlieue si on avait signé le traité de Sèvres. Donc c'est un peu le sauveur de la nation. C'est pour ça aussi qu'il y a cette image d'intouchabilité. Après, c'est pas lui qui a voulu ça. Non, je ne crois pas, qu'il y ait eu une telle velléité. Comment ? Non, je ne pense pas qu'il ait organisé. Non, pas du tout. À partir de quelle année Après, il y a un petit volet quand même culte de la personnalité qui ne vient pas de lui, mais qui vient de ses défenseurs, qui parfois est un peu lourd, il faut dire aussi. Mais évidemment, on oublie souvent que dans les thématiques qu'Atatürk avait mis derrière le drapeau de la République, qui était représenté par 6 flèches, il y avait la flèche qui était la révolution aussi. C'est un homme qui voyait aussi ce qu'il avait fait comme une révolution. Et c'est vrai, quand vous pensez qu'en si peu de temps, un peuple est amené à changer de constitution, à avoir un état civil, à adopter un alphabet, à changer... C'est absolument inconcevable aujourd'hui, en si peu de temps, qu'on puisse autant révolutionner, j'utilise sciemment le mot révolution, révolutionner toute une société. Alors après, quand tout ça est fait, c'est aussi fait évidemment par la volonté d'un homme qui est en l'occurrence là, Atatürk, ce qui ne veut pas dire que tout le monde partage cela, et que peut-être c'est fait très vite. Vous parliez de la Tunisie, moi j'avais été frappé, j'avais été en Algérie, et en Algérie, il y a des Algériens qui nous disaient ah oui, c'est formidable ce qu'Atatürk a fait et tout ça, mais on ne peut pas faire ça ici, parce que c'est trop de choses trop violentes tout de suite. La Tunisie, je ne connais pas, mais en Algérie, en tout cas, c'était un peu ce qu'on disait à cette époque-là. Mais vous avez raison, aujourd'hui, c'est plutôt le président actuel qui dans le Maghreb, représente davantage la Turquie. Que préconisait le traité de Sèvres ? Le traité de Sèvres, c'était un partage de ce qui restait de l'Empire ottoman
à savoir que l'Italie prenait un protectorat sur le sud de la Turquie, la Grèce envahissait la Izmir et a envahi d'ailleurs Izmir, et puis allait annexer toute une partie de la Thrace occidentale. Les Français avaient le protectorat sur la partie syrienne, les Anglais avaient le protectorat sur la partie irakienne, la question kurde et la question assyro-chaldéenne, etc., allait être réglée par des morceaux de territoire au sud et au sud-est qui seraient l'objet de territoires indépendants. Donc une vision et un projet qui était finalement, il restait Ankara et puis sa région, et puis tout le reste était... Donc c'était absolument incroyable comme histoire. Juste une petite question, pourquoi ça ne s'est pas produit? Parce que Atatürk a démarré une guerre d'indépendance. Il se trouvait en Anatolie et a levé, comme on dit, entre guillemets, une armée populaire pour mener une guerre d'indépendance, pour, dans un premier temps, repousser l'envahisseur grec, puisque les Grecs étaient arrivés à Izmir et autres, et puis ensuite mettre sur la table une force qui faisait rebattre les cartes. Et finalement, l'Europe a trouvé en lui un interlocuteur qui n'était pas attendu, et a accepté de faire rebrousse chemin et de s'asseoir autour d'une table à Lausanne et de rebattre les cartes autrement. Parce qu'il y avait le pouvoir d'un homme qui était le pouvoir du peuple, puisqu'il il s'était appuyé sur le paysan turc pour mener cette guerre d'indépendance. Cette partie de l'histoire, là, toute cette histoire, moi j'en ai jamais entendu parler à l'école. Jamais. À l'école en France? Ah bah oui. C'est pas un pays majeur dans ce qui est raconté à l'histoire de France. Oui, il y a une histoire derrière. On parle plus des États-Unis, de la Russie, d'autres choses. Normalement, on doit répondre sur la guerre de 14 du traité. On parle que du traité de Versailles, mais il y a 4 traités, effectivement. On parle que du traité. Non, ils y sont quand même, mais on en enlève chaque année. Les 4 traités sont au moins cités, au moins. La Commune de Paris, oui, c'est dans les programmes. C'est dans les programmes. Peut-être que vous avez séché. Écoutez, je suis enseignante de ça y est. On peut être malade à certains cours. Mais il faut comprendre quand même qu'avant, on enseignait jusqu'à 45 et que maintenant il se passe tellement de choses depuis 45 que de toute façon on a tout réduit avant. C'est logique, hein, c'est logique. Vous ne pouvez pas enseigner l'histoire jusqu'à 2022 et de la même façon que lorsqu'on l'enseignait jusqu'en 45. C'est évident. Surtout qu'après 45, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc, bon, aujourd'hui, on a les conflits du Moyen-Orient, des choses comme ça. Donc, on a un peu réduit la guerre de 14 au traité de Versailles, c'est vrai. Mais les autres sont quand même cités. Oui, c'est 4. Nous, dans l'IA, c'est Lausanne. Moi, quand j'ai étudié, on étudiait les 4. Et quand j'ai enseigné aussi les autres. Et c'est vrai qu'on ne rentre pas dans les détails. Mais bon, vous les trouvez. Oui, tu as raison, c'est par rapport à l'enseignement de la guerre de 14-18 qu'on arrive à l'effondrement de l'Empire ottoman et qu'il est question très rapidement d'Atatürk, mais qu'il n'est même pas présenté comme une guerre d'indépendance. Enfin, tout ça, effectivement, n'est pas raconté. Et l'image d'Atatürk est plus un dictateur éclairé qu'autre chose. Peut apparaître dans la révolution russe aussi, finalement, comme un appoint stratégique. Après, il y a les... Il n'y a pas de rôle de Atatürk dans la révolution. Disons que stabiliser la Turquie à l'époque permet de contrer... d'avoir un bloc qui contre la Russie bolchevique. C'est aussi en quoi le contexte de 1920 est différent de celui de 1918, parce que le bolchevisme ne s'effondre pas. Et là, après, il y a les regards des historiens qui peuvent être très différents, parce que, bon, est-ce que Atatürk est un vrai républicain ou un dictateur? Il peut y avoir des débats d'historiens sur la question, comme bien sûr Staline et Lénine. Bon, moi, de mon temps, on disait révolution russe, maintenant, on ne le dit plus. Maintenant, la Russie de
de l'époque, ça fait partie des totalitarismes. Donc il y a un changement de point de vue des historiens sur la question. Alors ils sont tous d'accord, il y a unanimité des historiens pour considérer que Staline est un régime totalitaire. Sur Lénine, on est très prudent. On est extrêmement prudent. Alors on s'avance petit à petit vers, en gros, considérer que Lénine et Staline c'est pareil, mais il y a des divergences historiens. Est-ce que Lénine est un dictateur? Pour certains historiens, oui, pour d'autres, non. On a encore on est encore dans ces vieux trucs gauche-droite qui nous coincent complètement dans la connaissance historique des événements. Il y a des historiens qui aujourd'hui ne veulent pas dire que Lénine, finalement, aurait été un système totalitaire comme Staline. Donc on met des choses un petit peu sous silence, on ne dit pas tout. Bon. Après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle un dictateur. Si c'est quelqu'un à qui une assemblée a donné les pleins pouvoirs et qui les a gardés, ou quelqu'un comme Hitler, par exemple, qui est un vrai dictateur élu, ou qui a eu le pouvoir, alors que certaines personnes sont plutôt des tyrans, ont pris le pouvoir par un coup d'État et sans jamais avoir l'aval du peuple au début. Et de ce point de vue, la révolution russe, il n'y a pas forcément un aval du peuple par des élections très libres. Alors là aussi, c'est quoi le peuple? Et puis bon, qui m'étend dans le peuple? Une autre idée, cela te concerne, Gaillet, est-ce que tu es d'accord? Dis oui d'abord. Une balade parisienne sur les lieux fréquentés par les peintres turcs, par exemple. Est-ce que tu es d'accord? Pourquoi pas, mais tu te souviens, Ali, on a parlé de la carte de Paris où il y a des lieux comme ça sur lesquels on pourrait effectivement parler. J'avais pas pensé aux peintres en particulier seulement, mais il y a tous des personnages un peu étonnants comme ça, comme le fameux Halim Pacha, le commanditaire de l'origine du monde de Courbet, etc. Et tous ces types ont vécu dans un certain nombre de lieux à Paris, et puis les lieux de Paris qui ont appartenu à l'Empire ottoman. Le ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle, ça appartenait à un pacha turc qui l'a revendu à la France. L'ambassade de Turquie aujourd'hui se trouve, comme on le sait tous, nous on le sait bien, se trouve dans la maison de la duchesse de Lamballe, la maîtresse de Louis XIV. Donc tout ça, c'est vrai, c'est une idée, mais il faudrait réfléchir à la forme. Comment faire la forme? Une balade. Ah, carrément une balade. Bah, oui. C'est pour ça que je te disais. Ouais, pourquoi pas. Oui, éventuellement, une autre idée, c'est peut-être un croisement avec d'autres associations, d'autres communautés. Alors, bon, après, ce serait compliqué de voir lesquelles, pourquoi choisir. Bon, mais peut-être sur un quartier, deux, trois communautés, et confronter des points de vue sur la question de l'intégration ou du repli sur soi, autour d'une thématique comme ça, voir comment ça fonctionne sur deux communautés ou trois communautés différentes, où sont les blocages, les problèmes, etc. Et en faisant intervenir aussi des gens qui ont travaillé sur des statistiques, sur la réussite à l'école, les études supérieures, ou le chômage, etc. C'est-à-dire s'appuyer sur un truc scientifique d'analyse. Parce que c'est ça aussi qui peut, je pense, tout à l'heure vous disiez on ne connaît pas l'écriture ici, je pensais est-ce qu'on connaît mieux les autres? Alors je pensais aux Italiens, mais il y a eu une historienne qui a fait une thèse sur, ou un historien, c'était Pierre Milza, qui était en plus l'écrivain de la plupart des livres du secondaire. Pierre Milza était italien d'origine et a travaillé beaucoup sur l'intégration des Italiens en France. Bon, il y a eu l'équivalent sur la Pologne, c'est-à-dire qu'en fait, dans la communauté même, il y a quelqu'un qui
choisi à un moment donné de travailler sur la communauté en question et qui fait une thèse et qui devient un historien connu, et du coup on connaît mieux cette communauté-là. Il y a l'équivalent aussi chez les Espagnols, il y a eu plusieurs historiens qui se sont spécialisés sur l'intégration des Espagnols, ou les camps d'internement des Espagnols en France après la guerre, bon, ou le flamenco, qui est aussi un moyen de... Alors le flamenco a mieux fait connaître les Espagnols ici. Alors, il suffit qu'il y ait dans la communauté quelqu'un qui ait fait une thèse de doctorat, etc., pour que d'emblée cette communauté soit mieux connue que d'autres. Est-ce que je sais pas, les Chinois sont mieux connus, mieux intégrés dans la communauté? Enfin, voilà, il peut y avoir des croisements comme ça et qui soulèvent la question de l'explication de l'intégration ou la non-intégration, le repli sur soi, une meilleure intégration ou pas. On peut trouver des fils peut-être d'explication en confrontant des associations qui travaillent sur les mêmes thèmes, quoi. Complètement d'accord. On a déjà pas mal de contacts de musiciens et des assos aussi. La soirée de les Turcs en France, il y avait même en fait une association LGBTI+, Orta Şekerli. Ils sont d'origine turque. Les associations des autres populations. Oui, des autres populations. On a déjà un contact aussi avec quelques assos, mais il faut on les cherche et on en discute. Je pense que c'est bien faisable et ça sera super intéressant. Tout à fait. Ce qui nous donnerait aussi une autre voie sur la société dans laquelle on vit. Donc c'est aussi, on remplirait notre fonction citoyenne en tant qu'association aussi. Effectivement, on aimerait beaucoup. Et c'était aussi, au début, ça faisait partie de nos réflexions. Quand on disait la diversité des cultures de la Turquie, aussi c'était diversité d'autres cultures. Donc, on aimerait beaucoup pouvoir collaborer avec d'autres initiatives, jeunes, moins jeunes, culturelles, peut-être socioculturelles. Oui, et aussi en fait, quand on cherchait des lieux, par exemple Café Dorothy aussi, c'est un café associatif. Et quand on cherchait des lieux, en fait, on trouvait, on les connaissait pas, mais par exemple, en allant chercher pour trouver un lieu, parfois on rencontrait des autres associations et on en discutait, on se présentait eux aussi. Mais en général, nous, on cherche, on n'a pas de vraiment, comment dire, on cherche pas la communauté turque comme ici, en fait, Café Dorothy aussi. Pas beaucoup de liens, je pense, qu'avec la Turquie. Et chaque fois, en fait, on rencontrait des associations, on prenait des contacts, mais éventuellement, on peut organiser quelque chose sur l'intégration, c'est sûr. C'est pas une mauvaise idée de faire des choses dans des associations autres que turques, de profiter de leurs locaux, mais aussi justement de leur environnement. C'est une bonne idée d'échange, parce qu'il y a des associations. Alors après, il y a des associations qui sont parfois, souvent en grande banlieue et tout. Là, c'est plus compliqué de faire venir les gens si on je pensais à la Fédération des Espagnols, par exemple, qui est à la Plaine Saint-Denis, qui est un très grand local et tout ça, et qui, en plus je les connais bien, bon, on aurait pu, mais alors emmener les gens en banlieue et tout, ça paraît, bon, ça ajoute une difficulté supplémentaire. Mais c'est pas mal, c'est comme idée. Est-ce que vous verriez d'autres, parce que c'est un vrai problème le lieu, parce que je ne sais pas si vous avez pris un abonnement avec Dorothy, mais donc je ne sais pas si l'année prochaine, si vous faites des choses, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que l'un de... Ah oui, ok. Ok. En fait, le lieu, une des nos difficultés, c'est de trouver un lieu et qui est très difficile, surtout en fait quand on organise un concert, par exemple. Il faut avoir en fait tous les matos nécessaires et trouver un lieu assez spacieux, c'est dur. Je pense que on a, en général, en fait, quand il n'y a pas d'événements ou vacances scolaires, on a beaucoup de monde dans les événements, on a besoin d'un lieu assez spacieux. Et c'est pour ça qu'en fait, déjà, on cherche des lieux
Et c'est grâce à ça que parfois, en fait, on se croise avec des associations. Mais c'est un problème si vous connaissez des lieux et si vous connaissez, par exemple, je sais pas, des associations ou bien de propriétaires de lieux, on est vraiment preneurs. On va les contacter, on a besoin de lieux, en fait. Ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Au lieu de, on peut consacrer cette énergie-là pour organiser notre soirée, inviter les intervenants et les musiciens. Si vous avez d'autres remarques, c'est super, on peut en parler. Ou bien, on a aussi prévu un apéro, totalement gratuit cette fois-ci. En général, chaque fois, on a des poachas, mais on les vendait à petit prix pour l'association. Mais cette fois-ci, voilà, on a un apéro exceptionnellement. Sauf l'alcool. Sauf l'alcool, voilà, il faut préciser. C'est Dorothy qui tient le bar. Si vous souhaitez, si vous avez d'autres remarques déjà. Merci. Et les attentes de sujets, parce que il y a eu quelques idées, là, les voyages, la musique et tout. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Qu'est-ce qui peut faire? Alors la musique, oui, effectivement, c'est un vrai truc qui peut faire lien. Moi, chaque fois qu'avec Elélé, on a organisé des trucs autour de la musique, il y a toujours eu beaucoup de monde et ça a toujours très bien marché. Ouais. Et on peut trouver des lieux, à la limite, mais alors il faut viser grand. Alors, je voulais vous raconter une anecdote par rapport à ce que vous disiez. J'avais organisé une fois un concert qui s'appelait Turquie plurielle à l'Institut du monde arabe, au grand auditorium de l'Institut du monde arabe. Et j'avais fait venir des musiciens de Turquie, un groupe de gitans, il y avait des Arméniens, il y avait des Grecs, il y avait de la musique pop, il y avait des bardes, etc. Il y avait tout le monde. Et je voulais juste vous raconter une anecdote par rapport aux Turcs et tout dont vous parliez aussi. On avait fait de très belles affiches qui avaient été faites par un dessinateur très connu, Selçuk Demirel, et j'avais des piles de ces affiches dans l'association qui étaient comme ça, on allait les coller, les porter à des endroits. Et arrive un jeune Turc, un jeune franco-turc qui venait à l'association, et puis il gravite là, puis il voit les affiches. Et il dit, mais c'est quoi ce truc? Turquie plurielle? C'est quoi, pourquoi pluriel? Et puis il voit en dessous, les Tziganes, les Arméniens, mais c'est quoi tout ce truc-là et tout? Qu'est-ce que ça a de turc, cette histoire et tout? Donc il a fallu lui faire un petit débriefing sur la question. Et c'était un jeune comme ça, c'est très sympa, mais bon, qui ne s'était pas posé ces questions-là et qui avait un petit côté un peu réactif nationaliste. Et puis au bout d'un certain temps, il va, il vient, le lendemain il repasse, et il me dit, bon, allez, file-moi les affiches, je vais les coller. Ça avait fait son chemin. Bon, voilà. Tout ça pour dire que même une affiche avec un truc qui s'appelle Turquie plurielle, avec des musiciens en dessous, qui montre aussi la diversité d'une société à travers sa musique, et vous aviez raison, c'est un truc qui réunit les gens. Et après, une chose comme ça, par exemple, des grandes salles peuvent être preneurs, parce qu'il faut bien... Alors je sais le problème c'est l'argent, parce que faire venir des musiciens et tout, c'est évidemment l'argent. Mais là-dessus, sur des sujets ponctuels comme ça, peut-être que vous pouvez déposer un projet à la direction régionale d'action culturelle, ou bien à la mairie, ou voilà, il faut essayer de passer à ce stade-là. Merci beaucoup. On a besoin de Romain de toute façon pour retrouver d'autres musiciens. Et merci à tous. Et puis, allez, on fait une dégustation. Tu veux